L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation et désormais TV 78 aussi, épisode 189. Notre invitée ce soir est Nathalie Arthaud. L'hebdo politique. Nathalie Arthaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole bien connue de Lutte ouvrière, 2 fois candidate à l'élection présidentielle et aussi candidate aux élections régionales en Île-de-France. La région qui, cela ne vous aura pas échappé sûrement, fait partie des territoires placés en surveillance renforcée par le gouvernement dans le contexte du Covid-19. D'après les annonces de Jean Castex, le Premier ministre, jeudi soir, sur ces territoires, des discussions vont commencer entre les élus locaux et les services de l'État pour décider ou non de nouvelles mesures de restriction pour contrer les mauvais chiffres du virus et notamment son variant britannique. Une semaine d'attente donc s'ouvre devant nous, une semaine d'angoisse peut-être pour certains habitants, commerçants qui nous écoutent, qui nous regardent ce soir. Un confinement comme dans le sud-est et comme à Dunkerque n'est pas à écarter, a prévenu Jean Castex. Peut-être qu'il n'y aura pas de nouvelles mesures, de nouvelles restrictions aussi. Comment vous jugez ce moment, Nathalie Arthaud ? Est-ce qu'il y a les sources d'angoisse et d'inquiétude pour vous aussi ? Moi, je ne parlerai pas d'une semaine, je parlerai d'un an, ouais. d'un an d'angoisse, d'incertitude, où finalement le seul levier qui est actionné par le gouvernement, c'est justement les restrictions imposées à la population. Imposées aux femmes et aux hommes dans leur vie privée. C'est ça la réalité depuis un an. Moi, je me pose la question, quand est-ce qu'on embauchera dans les hôpitaux ? Quand est-ce qu'on aura enfin les vaccins nécessaires ? Quand ? Tant qu'on n'aura pas cela, eh bien, effectivement, on verra un gouvernement qui contraint de gérer la catastrophe, voilà, et y compris d'imposer des contraintes, des interdits à la population, parce que c'est toujours la population. Regardez les entreprises, elles n'en ont pas tant que ça, des contraintes et des interdits. Regardez ce qui se passe à PSA, regardez ce qui se passe à Flins, y compris, il y a des gens qui sont contaminés dans le monde du travail quand on est au boulot, où il faut faire les cadences, mais ça, alors là, personne n'en parle. Non, on va aller traquer les familles dans leur vie privée. Là, on va leur dire « Ouh là là, c'est pas bien ce que vous faites », mais il faut que dans les entreprises, ça tourne. En résumé, selon vous, si on investissait plus dans les entreprises, dans l'hôpital, dans la recherche aussi, on pourrait ne pas confiner, c'est ce que vous dites. Tout le monde explique que la vraie porte de sortie, ce sont les vaccins. Et là, moi, je pense qu'il y a un véritable scandale, parce que les vaccins, nous les avons. Les chercheurs, ils ont fait leur boulot. Et ils ont fait même ce que beaucoup pensaient être impossible. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé le vaccin en moins d'un an. Maintenant, nous avons les bonnes formules. Les vaccins sont hyper efficaces. C'est la logistique, c'est la production qui prend du temps. La production ne se fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre, d'après vous ? Non, c'est parce que les labos qui ont découvert les vaccins, eh bien, conservent leurs brevets, veulent s'arroger la possibilité de faire tous les profits prévus sur leurs brevets, et alors même qu'il faudrait que ces brevets tombent dans le domaine public. Il faudrait pouvoir réquisitionner tous les centres de fabrication possibles de ces vaccins. Que ce soit l'État qui gère ça ? L'État, qu'on fasse ça de façon collective et qu'on ne se prosterne pas devant le secret des affaires, devant ces brevets qui sont privés, devant cette propriété intellectuelle. C'est une question de vie et de mort, mais pour des centaines de milliers de femmes et d'hommes à travers le monde. C'est une question aussi qui se réglera plutôt sur le moyen ou le long terme. Et à court terme, qu'est-ce qui prime d'après vous ? Est-ce que c'est la santé ou alors c'est les libertés comme vous le dites ? Non, ça fait un an qu'on nous explique qu'il faut agir là à court terme. Et c'est exactement ce qu'on me disait quand il y a un an, j'expliquais qu'il fallait embaucher absolument des aides-soignants, des infirmières, les former en urgence dans les hôpitaux. On me disait, oui, mais Madame Arthaud, ça prend du temps, ça prend plusieurs mois. Et un an plus tard... Donc, il faut bien faire quelque chose là dans l'urgence. À chaque fois, on est mis dans cette situation-là, c'est-à-dire dans une situation impossible, où il n'y a pas de bonne solution. Donc ça, moi, je le dénonce. Je suis désolée, mais il y aurait eu effectivement la possibilité de déployer des lits dans les hôpitaux, de revenir
revenir sur ces 100 000 lits supprimés en 20 ans dans notre pays. Et encore une fois, au niveau des vaccins, mais en réalité des centres de fabrication de vaccins au travers le monde, mais il y en a. Mais il faudrait effectivement que cette propriété privée soit supprimée, tout simplement. Un manque de courage politique, en clair, d'après vous C'est finalement une dévotion vis-à-vis des capitalistes. On se prosterne devant leurs profits, on se prosterne devant leurs propriétés, quand bien même il en va de l'intérêt de l'humanité, je dirais, parce que la pandémie, c'est une question d'avenir pour l'humanité. Et quand bien même le gouvernement français suivrait vos recommandations, est-ce qu'à lui tout seul, dans le monde, il pourrait forcer les propriétaires de ces vaccins à changer leur vision des choses? Est-ce que la France, à elle seule, a les moyens de faire bouger les choses aussi? C'est ça la question. Si on reprend la production des vaccins, les vaccins ne sont pas français aujourd'hui. Les vaccins ne sont pas français, c'est vrai, mais on peut reprocher la même chose à Sanofi. Il y a des laboratoires aussi bien français qui conservent leurs petites propriétés intellectuelles, leurs petits droits de propriété pour faire de l'argent, y compris sur la santé. Et Sanofi, ça en est un. Mais moi, ce que je vois, c'est que tous les dirigeants de la planète, c'est pas une spécialité d'ailleurs de Macron, ils ne savent effectivement pas imposer de contraintes au grand patronat et aux capitalistes, à ceux qui possèdent des fortunes, aux plus riches. Mais des contraintes, ils savent très bien en imposer aux petites gens. Ils savent très bien en imposer aux travailleurs, aux ouvriers, aux chômeurs. Ça y va aux petits commerçants. Les contraintes, elles sont subies aujourd'hui par l'essentiel de la population. Donc là encore, vous savez, si on prend au sérieux leur fameuse guerre contre le virus, leur mobilisation générale contre le virus, eh bien ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire penser à une organisation collective de cette lutte, dire on a la formule du vaccin, on s'organise collectivement pour les produire en masse et on va attendre combien de mois pour être vacciné. Puisque vous parlez des travailleurs, des travailleuses, comment vous jugez quand même l'action économique de l'État dans cette période si particulière? Beaucoup la saluent tout de même, ces milliards d'euros qui sont investis pour éviter le chômage de masse, même s'il y en a, même si on sait qu'il y a de la casse sociale, que notamment dans les villes déjà les plus pauvres, les quartiers les plus pauvres, c'est encore plus difficile qu'il y a un an et demi. Ça semble limité aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Alors je suppose que non, mais défendez-le du coup. Je pense que Comme toujours, ce sont les travailleurs, les classes populaires qui sont les plus frappés. Les plus frappés à la fois par la pandémie elle-même. Malgré ces milliards déversés et cette dette creusée. Ces milliards, ils sont déversés sur les grandes entreprises. Qui embauchent les travailleurs et les travailleuses. Ils sont déversés par exemple sur PSA. Qui va donner à ses actionnaires. Les actionnaires vont se partager 2,5 milliards. Stellantis, maintenant, le groupe Stellantis, ils vont se partager 2,5 milliards. Et il n'empêche que dans les usines, c'est des cadences infernales. C'est des salaires qui sont trop bas, qui sont insuffisants. C'est des conditions de travail qui se dégradent. Et ça a été pendant des mois ce chômage partiel où ça a signifié une perte de 200, de 250, 300 euros pour bien des familles ouvrières. Et vous savez, quand on a un salaire de 1500, 1600, 1800 euros net par mois, 200, je peux vous dire que ça se ressent. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup de familles populaires sont tombées dans la pauvreté extrême aujourd'hui. Donc non, moi je dénonce cette politique gouvernementale qui consiste à arroser toujours les mêmes, le grand patronat, sans même, encore une fois, l'obliger à arrêter ces suppressions d'emplois, ces fermetures d'usines. Alors face à cette situation que vous dénoncez, est-ce que vous regrettez que les gens ne se mobilisent pas plus, peut-être dans la rue, ne montrent pas leur mécontentement? C'est vrai qu'on a l'habitude de dépeindre les Français comme des râleurs. Depuis un an, tout de même, il y a peu de manifestations, peu de mouvements. Est-ce que vous le regrettez, vous? Moi, je pense que de toute façon, on n'aura pas le choix. Vous savez, il y a le projet pour Renault de la fermeture de l'usine de Flins. Combien de sous-traitants, combien de travailleurs vont le subir, cela donc on n'aura pas le choix. Et c'est vrai, vous l'avez dit vous-même, mais au premier confinement, il y a eu 700 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Alors on ne parle pas de licenciement puisque c'était des contrats précaires, c'était des CDD, c'était des intérimaires qui se retrouvent sans rien. Énormément de femmes et d'hommes qui avaient des petits boulots, mais qui leur permettaient quand même de vivre. L'ont perdu. Comment vous expliquez alors qu'il n'y ait pas de mobilisation, que les gens n'expriment pas ce ras-le-bol que vous semblez dessiner, vous? Parce que on se bat au quotidien pour survivre. Voilà, on fait face. Voilà, la bagarre. Les gens n'ont pas l'esprit, le moral ils pensent plutôt à la survie ou à se nourrir que... Oui, mais moi je suis convaincue que de toute façon c'est la seule voie.
Et je tiens à dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que voilà, ça ne viendra pas d'en haut. Ça ne viendra pas d'en haut, ça ne viendra pas du gouvernement. Il a choisi son camp depuis fort longtemps, comme tous ceux qui succèdent au pouvoir. Donc effectivement, cela va dépendre de nos mobilisations, de nos réactions, faire valoir nos droits. Et ce qu'on a observé justement dans cette pandémie, c'est combien les travailleuses et les travailleurs étaient indispensables à la vie sociale. Oui. Ceux de l'ombre qu'on voyait peu et qui ont fait tourner le pays et qui ne sont pas télétravaillables. Écoutez-moi, en permanence, on me dit, mais écoutez, Madame Arthaud, des ouvriers, vous vous appelez lutte ouvrière, mais des ouvriers, il n'y en a plus en France. Il y en a de moins en moins, c'est une réalité. Mais c'est faux. C'est faux. Il faut élargir la notion, le champ sémantique de la notion d'ouvrier, vous voulez dire ? Pendant ce confinement... C'est plus celui qui travaille à l'usine ou celle qui travaille à l'usine, c'est celui qui fait les petits boulots. Et il y a aussi celui qui travaille à l'usine. Oui, aussi. Il y a aussi celui qui travaille à l'usine. C'est celui aussi qui fait les petits boulots de tous les jours. Et puis les supermarchés, et puis vous savez, dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, vous savez, les aides-soignantes, les infirmières qui n'arrivent même pas à se loger sur Paris, là où souvent ils sont obligés d'aller travailler, eh bien, ils font aussi partie de ce monde du travail, de cette classe ouvrière, tous ceux qu'on voyait justement quand on était tous cloîtrés chez nous, parce que justement, ils travaillent dans les usines de l'agroalimentaire, dans les grandes surfaces, parce qu'ils ramassaient les ordures, parce qu'ils assuraient... qui conduisaient les trains aussi, peut-être. Qui conduisaient les trains, les transports. Donc, écoutez, voilà, plus que jamais, on l'a vu. Et on les a vus, les travailleurs, et y compris, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont pris leurs risques au moment où les actionnaires, eux, se cloîtraient tranquillement, se protégeaient. Eh bien, les travailleurs, eux, ils étaient au front. Donc, tout ça, ce sont des qualités, c'est cette réaliser que oui, nous les travailleurs, nous sommes indispensables à la vie de la société et on doit revendiquer et se battre pour notre vie. Et une perspective peut-être pour eux et pour l'ensemble de la société, ce sont les vaccins. La campagne de vaccination devrait s'accélérer dans les prochaines semaines, prochains mois. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes vacciné et quelle est votre position ? Il y a eu au début de la campagne de vaccination beaucoup de méfiance, des tests parfois complotistes. Quel est votre rapport, vous à ça ? Non mais moi je me ferai vacciner en temps et en heure. C'est pas encore mon tour et j'ai vu la lenteur de la vaccination. Je pense qu'il va falloir que j'attende encore pas mal de mois. Mais bon, moi je comprends tout à fait la défiance qui existe vis-à-vis, y compris de ces laboratoires. Parce que quand même, en France, on a eu le Mediator, on a eu le sang contaminé, on a eu les prothèses PIP, on a eu enfin bon, un tas de scandales. J'en oublie, mais un tas de scandales. Parce que, effectivement, ces labos, ce sont des entreprises capitalistes comme les autres. Et ils cherchent à faire leur argent. Et donc on a raison ils soignent leurs profits avant de chercher à soigner, effectivement, les malades. Pourtant, vous le disiez vous-même, on a déjà des vaccins 1 an après le début de la crise, en tout cas en Europe. C'est aussi une performance de ce point de vue-là. Parce que je pense qu'effectivement, il y a des chercheurs, il y a des médecins, il y a des gens dévoués, avec une conscience professionnelle, et c'est en eux, que je place ma confiance. Voilà pourquoi, oui, je me ferai vacciner. Mais en même temps, il ne faut pas être naïf. Il y a d'autres enjeux, vous dites. Voilà, il ne faut pas être naïf. Et justement, un des problèmes de cette société, ce serait que les travailleurs, les ouvriers, les magasiniers, les comptables qui font tourner ces entreprises, y compris ces labos, eh bien qu'ils puissent dire tout ce qui s'y passe, tout ce qu'ils y voient, y compris quand il y a des dysfonctionnements, y compris quand ils ont eux-mêmes des doutes sur tel ou tel aspect de la sécurité. Parce que là, oui, on gagnerait en confiance et en transparence. Aujourd'hui, il faudrait faire la transparence sur ces fameux contrats commerciaux qu'on a fait avec les laboratoires. C'est quand même fou. C'est quand même fou qu'on ne sache pas... C'est un sujet qui évolue quand même, notamment au sein de l'Union européenne, où la Commission commence à obliger à un peu plus de transparence. Ah bon ? Alors, on peut critiquer, mais c'est une réalité. Il y a une évolution qui peut être jugée minime ou insuffisante, mais il y a une évolution tout de même. Qui est peut-être pas à vos yeux... L'évolution, elle est peut-être en parole. L'évolution. Mais il y a eu des textes. Ils en sont quand même. Il y a des contrats qui ont été dévoilés avec ces grosses ratures noires sur les sujets qu'on ne pouvait pas voir. Vous vous rendez compte ? Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux dans une démocratie, dans une prétendue démocratie, ça, que, y compris les élus, les parlementaires européens n'ont pas pu lire l'intégralité des contrats qui ont pourtant été passés en leur nom. Et les laboratoires ont dit « Ah oui, ça, il faut le cacher, ça, vous n'avez pas le droit de le publier, ça, vous n'avez pas le droit de le communiquer, etc. » Mais qu'est-ce que c'est, ça ?
Moi, j'appelle ça la dictature des grands trusts. Voilà, la dictature des grands trusts. Du grand capital, disons-le. Nathalie Arthaud, prenons un peu de hauteur sur tous ces sujets. Ça fait 1 an, on l'a dit et répété, qu'on vit dans ce contexte particulier et difficile à de nombreux égards. Est-ce que d'un point de vue intellectuel ou même philosophique, si je puis dire, est-ce que ça vous fait évoluer sur des valeurs que vous défendez ? Est-ce qu'elles vous ont peut-être encore plus convaincu, cette crise, sur des valeurs que vous défendez ? Ou à contrario, chamboulé sur des choses que vous pensiez et vous évoluez, vous aussi, dans votre façon de penser ? Moi, ça m'a confortée. Ça m'a conforté dans cette idée que effectivement le monde du travail était capable de choses formidables, voilà, parce qu'il avait du courage, parce qu'il savait prendre ses responsabilités. Vous savez, pendant ce premier confinement, toutes les initiatives qui ont été prises par la base, y compris de confectionner des masques, par exemple, du gel hydroalcoolique, tous ces réseaux de solidarité qui se sont créés, qui ont surgi de la population, des classes populaires, dans les quartiers populaires. Moi, j'ai trouvé ça formidable. C'est une énergie, un dévouement qui est la marque du monde ouvrier. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a vu ? Des grandes entreprises qui se désintéressaient complètement de ce qui pouvait se passer, qui étaient incapables, y compris de se mobiliser pour fabriquer les masques dont on manquait tant, parce qu'ils avaient leur truc, leur feuille de route, leur façon de faire leur profit, et il y avait que ça qui comptait. Voilà, y compris des entreprises qui se sont débarrassées du jour au lendemain d'intérimaires qui les ont fait prospérer, etc. Donc on a vu les classes sociales, on les a vues, et là on peut les juger, et on peut juger leur action. Et ce qu'on voit, c'est que ce grand patronat, y compris en pleine pandémie, il a pensé qu'à sa rentabilité et à ses profits. Si on se projette un peu sur la suite, Nathalie Arthaud, il va y avoir un sujet maintenant qui va sûrement soulever des débats, qui a été évoqué par le président de la République Emmanuel Macron il y a peu de jours, c'est le pass sanitaire. C'est encore une notion assez floue, mais qui permettrait, ce pass, peut-être d'accéder à certains lieux culturels quand ça va rouvrir, les restaurants, les bars. Quelle est votre position sur ce sujet ? Emmanuel Macron a dit que ça ne serait pas lié à la vaccination, mais qu'on pourrait inscrire dedans, par exemple, les tests négatifs que l'on a fait, ou aussi la vaccination si on a été vacciné, mais ça ne serait pas une condition seule pour accéder aux lieux culturels ou les bars ou les salles de sport. Quelle est votre position sur un tel sujet ? On en a besoin aujourd'hui pour aller dans certains endroits du monde, un passeport vaccinal. Là, ça serait un pass sanitaire. Est-ce que vous êtes totalement contre ? Mais vous voyez, on a quand même... Ils ont l'art de parler pour ne rien dire. Voilà, parce que Emmanuel Macron le dit lui-même, de toute façon, ça ne sera pas mis en œuvre tant qu'on n'aura pas vacciné l'essentiel de la population. Alors, donc, il parle pour quand, là ? Pour septembre, non, mais ce serait octobre, pour peut-être novembre. tracer. Si demain vous allez au restaurant et que vous avez été en contact ou que le serveur a le Covid-19, vous pourrez être informé de ce fait-là, vous, que vous avez été en contact avec quelqu'un. Écoutez, à partir du moment où la population sera immunisée, que ce soit parce qu'ils ont été malades ou parce qu'il y a eu le vaccin, je ne vois pas à quoi servira ce passeport. On sera immunisé collectivement. C'est une immunité collective. Accélérer l'ouverture des lieux. Alors, après, il nous parle de passeport vaccinal. Alors, le terme employé, c'est passe sanitaire. Oui, il a bien insisté, ce ne serait pas passeport vaccinal. D'accord, ok. Mais encore une fois, moi, on met toujours la charrue avant les bœufs. Et quand on ne veut pas poser une question, quand on ne veut pas qu'il y ait une chose discutée, eh bien voilà, on allume comme ça des contre-feux. Non, la question, c'est la production des vaccins aujourd'hui. La question, c'est comment AstraZeneca, par exemple, avec qui l'Union européenne a signé des contrats, ne livre pas ce qu'il s'était engagé à livrer. La question, c'est pourquoi ces brevets ne sont pas donnés à d'autres producteurs de vaccins, ce qui pourrait accélérer considérablement. Soit on prend les choses au sérieux, c'est-à-dire on pense vraiment qu'on est dans une course contre la montre entre les vaccins et les variants, soit on prend les choses au sérieux, soit on peut discuter pendant des heures du passeport vaccinal. De toute façon, ça ne mange pas de pain, ça ne servira à rien. On va parler d'autres sujets, mais juste une dernière question du coup là-dessus. Je suppose est-ce que vous avez l'application Tous Anti-Covid, vous, sur votre smartphone, qui permet d'être contacté en cas de contact avec quelqu'un qui a le Covid ? Vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est personnel aussi comme question. Oui, mais comme j'ai toujours mon téléphone qui n'est pas en Bluetooth,
Donc voilà, en fait, il est... Mais je l'utilise pour regarder l'évolution du nombre de contaminations. Sur les informations, sur des sujets plus locaux, on va parler des régionales. D'abord, un sujet qui concerne l'agglomération sur laquelle nous, on émet principalement, c'est-à-dire Saint-Quentin en Yvelines. Toutes ces polémiques autour de Trappes qui ont agité l'actualité pendant 2 semaines. Comment vous avez regardé ça, observé ça en tant que candidate, ex-candidate à la présidentielle et puis personnage politique connu? Comment vous avez observé cette machine médiatique qui s'est mise en route, ces élus qui se sont écharpés, ce prof de philosophie, tout cela, comment vous observez ça, vous? Oui, autour de cette espèce de slogan, l'islamo-gauchisme. Oui, qui est venu ensuite. Tout ça peut-être fait suite. Non, mais encore, voilà, c'est clairement un slogan politique d'extrême droite, de droite, qui consiste à dire que finalement tous ceux qui dénonceront des discriminations ou qui dénonceront l'impérialisme de la France dans le monde seront des complices des terroristes, pour résumer. Alors l'islamo-gauchisme, le débat est venu après. Moi je vous parlais vraiment de la situation à Trappes avec ce professeur de philosophie qui a dit que la ville était perdue, et puis il y a eu tous ces débats sur l'islamisme radical. Après les accusations du maire de Trappes, moi je partage et je comprends tout à fait sa colère. Vous le connaissez personnellement ou... je ne le connais pas, mais je comprends tout à fait sa colère. Comment quelqu'un engagé qui cherche effectivement des solutions au problème de sa ville, de la jeunesse, qui voit tout de suite la stigmatisation, voit des gens qui mettent de l'huile sur le feu, qui non seulement participent sont responsables des problèmes, parce que vous savez, ces problèmes il y a des militants intégristes, il y a des militants de la radicalisation, mais ils prospèrent sur quoi ? Ils prospèrent sur la désespérance, sur le fait qu'un certain nombre de jeunes ne voient pas d'avenir dans le cadre de la société. Ils prospèrent sur les frustrations, sur ce sentiment d'être rejeté en permanence. Et ils prospèrent sur ce chômage de masse, sur cette difficulté à vivre. Et ça, c'est de la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. C'est de la responsabilité de ceux qui dirigent. Alors, voyez comment ils retournent la situation et les responsabilités. En parlant désormais peut-être des responsabilités qui vont être les vôtres si vous remportez les élections régionales, puisque vous allez être candidate aux élections régionales en Ile-de-France, tête de liste. Oui. Quelles sont vos ambitions à la matière? Est-ce que vous avez déjà un programme établi, des axes forts qui vont marquer votre campagne à Lutte ouvrière pour ces élections régionales? Alors en effet, Lutte ouvrière présentera des listes dans toutes les régions et donc en Ile-de-France, donc des listes Lutte ouvrière, faire entendre le monde du travail, parce que nous pensons... Lutte ouvrière seule, on ne parle pas d'alliance... Lutte ouvrière seule, parce que nous pensons que les travailleuses, les travailleurs, quand je dis travailleuses, travailleurs, je pense à tous ceux qui sont sans emploi, qui sont condamnés au chômage, tous ceux qui galèrent de petit boulot en petit boulot, eh bien, nous pensons que ils ne doivent pas donner leur voix à des politiciens qui ne raisonnent que du point de vue de la bourgeoisie, des riches et des grandes entreprises, de grands patronats. Donc, c'est tout sauf vous, même à gauche, dans ce qu'on appelle la gauche de la gauche, par exemple la France insoumise. Pour prendre un exemple qu'on doit souvent vous répéter, sur lequel on doit souvent vous interroger, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, par exemple, qu'il y ait Clémentine Autain à la tête de la région Île-de-France que Valérie Pécresse, ou pour vous c'est pareil? Non, il faut qu'il y ait... Peut-être Lutte ouvrière, je comprends bien qu'il faut Lutte ouvrière à la tête de la région, mais... Il faut être conscient que sans une pression des travailleurs, sans une mobilisation, sans des luttes collectives puissantes, massives, on n'arrachera rien, quel que soit celui qui prendra la région ou demain la présidence de la République, l'Élysée. La réalité, c'est que c'est le grand capital, ce sont les grandes entreprises ici sur le territoire, c'est PSA qui fait la pluie et le soleil. Voilà, c'est avec tous ces sous-traitants, c'est ceux-là qui ont un pouvoir, et ce pouvoir qui pèse sur nos vies. Et donc en donnant des voix à Lutte ouvrière, en gros, on met la pression sur ces grands groupes, c'est ce que vous dites? En tout cas, on affirme l'existence d'un camp
qui effectivement a cette perspective-là, cette perspective de jouer ce rapport de force-là pour imposer ses intérêts. À la région, vous savez, la région, c'est un grand... C'est notamment l'économie, les lycées et les transports, la région en et vous résumé, savez, avec le plan de compétences. relance, en l'occurrence, avec le plan de relance du gouvernement, il y a 110 milliards qui vont être comme ça distribués et la région va avoir un rôle pour orienter cet argent-là. Eh bien, le problème, c'est que cet argent, il va atterrir encore une fois dans les plus grandes entreprises. Eh bien, là encore, nous pensons qu'il faut absolument que les travailleurs disent cet argent-là, on doit pouvoir le contrôler, savoir qui reçoit combien et savoir à quoi il sert. Parce que ces entreprises le reçoivent au nom de l'emploi, au nom de la relance, alors même qu'ils en suppriment des emplois, alors même qu'ils baissent parfois les salaires. Eh bien ça, c'est pas acceptable. Alors effectivement, des élus lutte ouvrière à la région auraient cette possibilité-là de s'adresser aux travailleurs pour leur dire attention, il y a de l'argent qui a été mis, il faut qu'ils vous reviennent. Il nous reste 40 secondes. Alors on rappelle que les élections régionales devraient se tenir normalement les 13 et 20 juin prochains et qu'il y aura des listes lutte ouvrière. Si on se projette sur la suite, puisque vous avez évoqué vous-même le sujet, les présidentielles, vous serez candidate en 2022, une nouvelle fois, une troisième fois candidate à l'élection présidentielle. Oui, je serai candidate à l'élection présidentielle. Pour défendre vos idées, on le comprend bien. Merci beaucoup Nathalie Arthaud d'avoir participé à cet hebdo politique sur Radio Sensation en partenariat avec TV78. Vous êtes, je le rappelle, porte-parole de lutte ouvrière et donc tête de liste de votre parti pour les élections régionales de juin prochain. Merci encore. Merci. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur les sites internet, applications et réseaux sociaux de Radio Sensation et TV78. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain. L'hebdo politique.